Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous recevons Joby Warrick. Joby Warrick est lauréat du prix Pulitzer 2016 pour son livre Sous le drapeau noir. Il est journaliste au Washington Post et nous sommes en direct, en duplex avec lui, depuis le siège du Washington Post. Joby Warrick, bonjour. Alors tout d'abord, je voulais vous poser une question. Merci, good to be with you. Merci. Votre livre est fascinant, il est rempli d'informations qu'on n'avait pas forcément vues ailleurs avant. Ma première question serait de savoir tout simplement d'où avez-vous pu tirer toutes ces informations ? C'est essentiellement mon travail de reportage. Je suis reporter au Washington Post au Moyen-Orient depuis plus de 10 ans et donc j'ai été souvent amené à voyager dans la région. J'ai passé pas mal de temps à parler à ceux qui étaient chargés de ces problèmes, de la lutte contre Daesh et les problèmes en Syrie. Donc c'est essentiellement le résultat du travail que je mène depuis des années. Mais il est important de souligner qu'il faut connaître les gens sur place et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment savoir ce qui se passe. Ce qui est remarquable dans votre livre, c'est qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans la tête d'Abou Moussab al-Zarqawi. Et pour vous, c'est lui finalement qui est l'instigateur de l'organisation État islamique. Pour vous, finalement, cette organisation État islamique, elle commence avec Zarqawi et elle commence en Jordanie. Oui, ce personnage de Zarqawi, qui est un personnage assez improbable pour mener une organisation terroriste, est pourtant le personnage indispensable à l'histoire d'État islamique. Personne d'autre. C'est lui qui avait l'idéologie fondamentale pour faire quelque chose de complètement différent, beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal, beaucoup plus préoccupé par l'immédiat, la création d'un califat. Et tout cela sortait de la tête de ce jeune homme de Jordanie qui n'avait même pas fait le lycée et qui est pourtant l'un des personnages centraux du terrorisme du XXIe siècle. Alors également dans votre livre, on se rend compte que l'administration Bush a commis un certain nombre d'erreurs, et notamment la principale, celle d'envahir l'Irak en 2003. Selon vous, est-ce que c'est ça finalement le péché originel qui mène à la création, ou en tout cas qui mène à ce qu'on a pu voir par la suite avec l'organisation État islamique ? Tout à fait. Et quand vous parlez de péché originel, c'est tout à fait ça. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui sont intervenus dans la création de ce mouvement, mais sans l'invasion de l'Irak en 2003 et surtout la dépassisation de l'Irak, le démantèlement du parti Baas et des forces armées, évidemment, les circonstances n'auraient pas permis à ce groupe de se créer. Donc c'est un produit du conflit irakien. Est-ce que, à l'époque, vous qui avez beaucoup travaillé, donc évidemment avec les différentes administrations des États-Unis, est-ce que l'administration Bush a réalisé, lorsqu'elle a lancé cette opération et lorsqu'elle a notamment débatifié le pays, comme vous l'avez dit, et organisé des élections, qu'avec une majorité chiite dans le pays, évidemment, organiser des élections revenait à transmettre le pouvoir en Irak, pour rappel, Saddam Hussein était sunnite, aux chiites et donc finalement quelque part à l'Iran, son parrain? Ils avaient été avertis. Il y avait des diplomates américains et d'autres qui ont dit à l'administration Bush qu'on ne pouvait pas précipiter le processus démocratique dès beaucoup trop tôt pour créer ce genre d'élection. Le pays était trop divisé entre sunnites et chiites qui se battaient. Justement, grâce en partie à Zarqawi qui a été l'instigateur de ce conflit civil. Mais au bout du compte, l'administration Bush a insisté pour passer au forcing ces élections, pour mettre en place un gouvernement élu démocratiquement et ensuite partir en se lavant les mains. Évidemment, ils voulaient se débarrasser de ce conflit dont ils ne voyaient pas la fin. Et puis, la démocratie, les élections semblaient être la solution. Donc, ils ont poussé cela au forcing, comme je l'ai dit. Alors, au mois de décembre 2011, moi je me souviens être allé pour France 24 en Irak et à l'époque j'avais rencontré notamment des chers sunnites qui étaient extrêmement frustrés, notamment avec le gouvernement central irakien et notamment le gouvernement de Nouri al-Maliki qui à l'époque me disait qu'ils allaient réagir s'ils n'obtenaient pas satisfaction sur un certain nombre de points politiques et qui nous avaient d'ailleurs organisé le lendemain de notre rencontre un défilé militaire en nous expliquant que les hommes qu'ils avaient transférés à l'armée et à la police leur allégeance allait toujours avec ces chers sunnites. Est-ce que vous pensez que la conquête de l'organisation État islamique en 2014, finalement, est-ce qu'il y a eu une série de combats ou est-ce que tout simplement une grande partie des militaires sunnites de l'armée irakienne ont simplement rejoint le groupe directement?
On en parle justement dans mon livre où l'on voit la transformation de l'opinion sunnite au cours de ce conflit. Au départ, les cheikh sunnites étaient contre l'occupation et ils appuyaient Zarqawi et son mouvement. En 2006-2007, il y avait ce phénomène qui était l'éveil dans lequel les tribus se sont finalement révoltées contre les terroristes en s'alliant aux Américains pour récupérer leur terrain. Mais en 2011-2012, il y a eu un nouveau changement et là, les sunnites étaient à l'unisson contre le gouvernement de Malaki. Ils se sentaient persécutés, marginalisés. Ils étaient prêts à nouveau à soutenir les terroristes pour chasser Malaki du pouvoir. Et donc, lorsqu'ISIS, leur État islamique a envahi en 2014, ils ont effectivement ouvert la porte à Daesh en pensant à tort qu'ils pourraient maîtriser l'État islamique et cette partie du territoire irakien. Ils avaient tort. Aujourd'hui, l'armée irakienne s'est donc battue un petit peu partout en Irak pour reprendre les villes qui étaient sous le contrôle de l'organisation État islamique. Et on a vu ces villes tomber les unes après les autres. Est-ce que vous pensez que le fait de reprendre le contrôle du califat, du califat autoproclamé de l'organisation État islamique, suffira à détruire le groupe ? Écoutez, je crois que ce qui va se passer à mesure, effectivement, que le califat va s'effondrer, il y aura une nouvelle étape de cette bataille terroriste. L'histoire de l'État islamique est une histoire d'un mouvement terroriste qui a occupé, obtenu des territoires de manière sans précédent et tôt ou tard, ils allaient perdre la bataille sur le plan militaire. Le califat allait bien sûr tomber, mais maintenant, il va y avoir un nouveau régime qu'ils connaissent bien, à savoir les campagnes terroristes, aussi bien dans la région, mais également dans le monde entier, parce que comme nous le savons, et on l'a vu tragiquement ici à Paris, il y a des cellules armées, il y a différentes branches de l'organisation qui se propagent un peu partout. Ils sont décidés à marquer leur territoire, à montrer leur puissance et c'est probablement une période encore plus dangereuse parce que là, ils pourront frapper un petit peu partout, montrer leur puissance, notamment en Europe occidentale. On a parlé justement du ressentiment des sunnites d'Irak. Est-ce que vous pensez, comment ça va se gérer maintenant? Comment vous imaginez la nouvelle répartition du pouvoir en Irak entre chiites et sunnites? Parce que le gouvernement, pour l'instant, reste bien sûr chiite. Nouri Maliki n'est plus au pouvoir, mais il va falloir donner quelque chose aux sunnites. Est-ce qu'on imagine une sorte de fédéralisme? Comment ça va se passer? Écoutez, ça, on ne le sait pas encore. J'ai trouvé ça tout à fait remarquable, de voir comment les différents groupes ont pu travailler ensemble, unis contre l'État islamique. Vous aviez les troupes irakiennes qui se battaient de manière très courageuse. Il y avait des chiites dans les banlieues de Mossoul, par exemple, qui sont intervenus dans les combats. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à la chute de Mossoul. Qui sera au pouvoir? Quelle faction l'emportera? Est-ce que le gouvernement aura la sagesse et la souplesse de trouver une nouvelle façon de gouverner, de nouveaux systèmes qui permettront aux sunnites d'avoir un peu voix au chapitre? La grande question est de savoir ce qui se passera également en Syrie, après la chute du califat en Syrie, parce qu'on ne sait même pas quelle armée va l'emporter, parce qu'il y a des désaccords pour savoir qui va être aux affaires. Est-ce que ce sera des Arabes, des Kurdes ou quoi? Et ce sont des questions importantes parce que ça va déterminer l'avenir du pays après le califat. Et s'il n'y a pas de bonne formule, il y aura d'autres combats et d'autres groupes terroristes qui naîtront de ce chaos. Donald Trump vient d'être investi président des États-Unis. Il a dit durant toute la campagne qu'il avait un plan secret dont il ne pouvait pas parler pour détruire l'organisation État islamique. Vous qui êtes reporter à Washington, est-ce que vous savez quel est ce plan? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous savez, ça c'est probablement un des secrets les mieux gardés de Washington. Nous avons été assez fascinés en écoutant le candidat Trump dire qu'il avait ce plan secret, qu'il était mieux placé que les généraux pour savoir comment vaincre l'État islamique. Bon, aujourd'hui il est aux affaires, on ne sait toujours pas ce qu'est son plan secret. En janvier, on a vu que Trump est allé au Pentagone pour voir la hiérarchie militaire pour faire passer un programme militaire justement pour mettre la pression sur l'État islamique. Mais on ne sait toujours pas ce que sera ce plan. Est-ce qu'il va envoyer des troupes sur le terrain? Est-ce qu'il y aura une alliance avec les Russes ou même les Syriens pour monter la pression sur l'État islamique? On n'en sait strictement rien et pourtant beaucoup est en jeu.
Alors Donald Trump a fait quand même de nombreuses remarques plutôt anti-musulmanes durant cette campagne. Notamment, il veut il avait évoqué l'idée d'interdire le territoire américain aux musulmans. Est-ce que ce genre de rhétorique ne pourrait pas aussi finalement regonfler les rangs de l'organisation État islamique ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nos alliés dans la région sont très inquiets parce que dès lors que la Maison-Blanche dit que c'est l'islam qui est le problème, alors évidemment, le message est plutôt inquiétant qui est envoyé à nos meilleurs alliés, aux Jordaniens, aux Irakiens, les pays musulmans qui sont sur la ligne de front, qui sont aux premières lignes et dont on a vraiment besoin dans cette bataille. Alors si on dit que c'est eux le problème, c'est l'islam le problème, ça ne va pas faciliter les choses. Ça ne va pas créer d'unité ou de succès, justement. Donc, ce que nous espérons, c'est qu'il y aura des voix plus modérées qui se feront entendre dans l'administration Trump et qu'il y aura un message plus inclusif pour bien faire comprendre que nous ne sommes pas contre l'islam avec un grand I. C'est une petite frange extrémiste de l'islam qu'il faut combattre, c'est tout. Joby Warrick, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé. Je vous conseille la lecture de ce livre. Il est remarquable. Donc, une fois de plus, Sous le drapeau noir. Merci de nous avoir regardés et je vous invite à continuer à suivre l'actualité sur France 24 et France24.com. Merci.